Maître Waknin Melki, Maître Bloch, vous avez été présenté par Ilana, mais je voudrais que vous nous présentiez un petit peu plus l'organisation juive européenne. Combien êtes-vous, de combien de pays et où travaillez-vous? Alors on est actuellement plus d'une soixantaine d'avocats, des avocats juifs. On est répartis un peu sur tout le territoire national avec une bonne partie de nos confrères qui sont parisiens et de régions parisiennes. Mais nous avons des avocats en fait un peu partout en France, ce qui nous permet de plaider un peu partout en France de manière plus simple, ce qui nous évite parfois des trajets, pas tout le temps, mais souvent quand même. Et puis, nous avons également des avocats partenaires en Israël et également à Madrid, en Italie aussi. Ce sont des confrères avec qui nous échangeons régulièrement sur les sujets qui nous occupent. Alors, vous étiez la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, en Israël. Vous représentez des familles, des clients là-bas en Israël? Nous représentons plusieurs familles. Des familles d'otages et des familles de jeunes personnes qui ont été assassinées à la fête au festival de musique de Nova, et une famille qui a miraculeusement survécu, qui était au kibbutz Nir Oz et qui a miraculeusement survécu aux attaques, aux atrocités du Hamas. Où en sont les enquêtes là-bas pour ces victimes? Est-ce que vous avez des interlocuteurs du côté des enquêteurs, de la police, de la justice israélienne? Alors en fait, ça se passe un peu différemment. C'est ce qu'on appelle une enquête miroir qui est ouverte à Paris. C'est le cas en fait dans toutes les affaires terroristes qui frappent un peu la communauté internationale. Dès que vous avez un ressortissant français qui a été touché par un attentat à l'étranger, une enquête miroir est ouverte par le pôle national antiterroriste à Paris. Et cette enquête, en fait, elle est de concert menée avec le pays qui est touché par l'attentat. C'est ce qui se passe pour Israël. Donc ce sont les juges parisiens qui sont en contact avec les juges israéliens. Et nous, par le truchement des juges français, avec qui nous travaillons, avec qui nous avons des échanges et des rendez-vous, nous aurons accès à la procédure israélienne. C'est Israël qui va mener les actes d'enquête principaux. Et nous, en tant que justiciables français, nous aurons accès à cette enquête à partir du moment où la France va véritablement commencer à investiguer, à entendre nos clients, qui sont de nationalité française et de nationalité israélienne, nous aurons des éléments à verser au dossier d'enquête israélien. C'est plutôt dans ce sens-là que ça marche. Et puis dans un second temps, quand l'enquête israélienne aura avancé, nous aurons accès à cette enquête israélienne. Vous dites quand elle aura avancé, c'est extrêmement complexe. Des centaines et des centaines de victimes, des faits très difficiles à établir. On est parti pour des années d'enquête? On est probablement parti pour très longtemps. On intervient aussi dans d'autres dossiers terroristes, notamment l'attentat contre la synagogue de l'Agriba en Tunisie. Et il y a le même type d'enquête qui est ouverte, une enquête miroir, avec une scène de crime beaucoup plus simple en Tunisie, donc avec une enquête qui avance plus vite. Et nous avons aussi un confrère en Tunisie, au barreau de Tunis et de Paris, qui peut nous aider à faire l'interface. Pour ce qui concerne Israël, et évidemment l'enquête sera beaucoup plus difficile, d'abord parce que les scènes de crime sont très étendues, le nombre de victimes est immense, il y a eu un début d'enquête des Israéliens dès le 7 octobre, notamment sur les crimes sexuels, mais c'était une scène de guerre, donc les enquêtes sont soumises d'abord aux opérations militaires qui ont la priorité, et puis après il y aura une enquête judiciaire une fois qu'il y aura eu une enquête militaire sur le modus operandi. Il y a aussi des otages, des familles d'otages parmi les clients que vous défendez. Dans quel état d'esprit sont-elles, ces familles? Alors nous défendons la famille Yahaloumi. Le petit Ethan avait été retenu pendant 54 jours en otage à Gaza et son papa Ouad qui est toujours entre les mains du Hamas à Gaza, et nous défendons toute la famille. Nous les avons rencontrés en Israël, nous avons pu échanger avec Ethan, avec sa maman, avec les tatas également qui étaient présentes. L'état d'esprit, pour l'instant, la vie s'est arrêtée au 7 octobre. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est-à-dire que cette famille ne vit plus, la mère ne dort plus, ne mange plus depuis le 7 octobre. Et c'est pas une vue de l'esprit, ce sont pas des mots comme ça, c'est une réalité. Quand vous la voyez, vous comprenez. Elle porte tout le malheur du monde sur ses épaules, cette femme, et pourtant, elle fait face parce qu'elle a ses enfants, elle en a 3, dont elle a la charge. Alors, elle est très entourée, elle a ses sœurs qui sont à ses côtés, qui sont très proches, que nous avons rencontrées également. La nièce également, qui était présente à Nova et qui est une rescapée de Nova. Donc, on voit que toute la famille a été lourdement frappée et que pour l'instant, il n'y a
qu'une seule chose qui les occupe, c'est le retour d'Ohad, les négociations qui sont en cours, comme vous le savez, avec cette épée de Damoclès terrible au-dessus de la tête, qui est de ne pas savoir dans quelles conditions Ohad rentrera, est-ce qu'il rentrera, est-ce qu'il ne rentrera pas. Et très peu d'informations. Très très peu d'informations. En fait, en vrai, pas d'informations. La réalité, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas d'informations. Ils attendent l'appel téléphonique qui leur dira le sort qui est réservé à Ohad. Et avec tout ça, la problématique autour du jeune Ethan, dont il faut prendre soin pour qu'il puisse retourner en classe. Se reconstruire, ce qui a été fait. Ethan a de nouveau pu prendre le chemin de l'école et c'est très bien. Il a une bar mitzvah qui arrive en principe au mois de mars. Est-ce qu'elle se fera, est-ce qu'elle se fera pas? Voilà, c'est toutes ces questions-là et tout l'accompagnement au quotidien, en fait, pour ce petit bonhomme et ses petites sœurs. Et évidemment, la détresse de toute cette famille à laquelle on essaye, nous, d'apporter le maximum de soutien en faisant les démarches nécessaires ici pour les constituer, ce que nous avons fait auprès du Fonds de garantie d'indemnisation des victimes, mais également auprès du PNAT, le Pôle national antiterroriste, que nous évoquions tout à l'heure en France. Vous avez rencontré un ministre, je crois, là-bas en Israël. Qu'est-ce que ça apporte de contact avec le politique? Nous avons rencontré Amichai Shikli, qui est le ministre de la diaspora, et cela apporte un appui en Israël et une écoute et une ouverture sur les besoins dont nous pourrions avoir, nous, en France. Donc Amichai Shikli est très engagé, très motivé, il travaille énormément, il est très en contact, il est très à l'écoute. Il nous aide beaucoup dans les démarches que nous pourrions avoir pour essayer d'avoir des contacts, nous, soit directement avec le Quai d'Orsay, soit lui avec le Quai d'Orsay, pour faciliter les choses et pour que nous puissions apporter notre analyse, nos compétences dans ces dossiers, surtout quand il y a des otages, a priori encore en vie, on l'espère, puisqu'on sait que le Hamas fait beaucoup d'intoxication, beaucoup de fausses informations. Il y a une vidéo qui est sortie il y a une semaine sur Oad, précisément, qu'on n'arrive pas à dater, qui était mal en point. On ne sait pas aujourd'hui s'il est vivant ou mort. Le Hamas dit qu'il est mort. L'armée israélienne ne peut pas confirmer. Et cela plonge aussi la famille dans une détresse absolue. Et nous sommes là pour essayer, avec Amichai Shikli, s'il peut avoir des informations, d'essayer d'obtenir toutes les informations pour rassurer la famille d'Ohad. Alors vous agissez aussi donc en France. Depuis le 7 octobre, Annabelle nous le rappelait, il y a une flambée des actes antisémites. Avez-vous déposé des plaintes et si oui, contre qui et pourquoi? Alors, des plaintes, on n'a pas arrêté d'en déposer en fait depuis le 7 octobre. On en déposait déjà énormément avant. La réalité est aussi celle-ci, c'est-à-dire on ne découvre pas l'antisémitisme au 7 octobre. Ici à Radio J, vous le savez bien, puisqu'on vient sur vos ondes toutes les semaines pour vous expliquer le travail qu'on fait concrètement. Le 7 octobre, en fait, ça a été l'explosion des actes antisémites. Et on avait prévu à l'OJE cette arrivée-là, parce que dès le 8 au matin, une fois que la sidération a été gérée plus ou moins, on a passé le message à nos équipes, attention, on va avoir une quantité de travail. On sait que dans ce type de crise, dès qu'il se passe quelque chose au Proche-Orient, et la plus forte raison, on va être débordé de travail. C'est ce qui s'est produit. Donc, on a mis vraiment toutes nos équipes sur le pied de guerre. On s'est tous mis au travail, on a retroussé nos manches. Et puis, on a enchaîné les plaintes sur les plaintes. Qu'est-ce qu'on vise? On vise d'abord les actes qui touchent les personnes physiques. Et il y en a eu. Et donc, on a déposé les plaintes, on a accompagné les victimes. Les enquêtes sont en cours. On a 4 dossiers importants ouverts pour des personnes physiques qui ont été touchées physiquement. Et c'est pas rien. On a toutes les plaintes, en fait, qui sont en lien avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Toute cette haine que vous avez pu constater ici aussi, cette déferlante de propos à caractère antisémite, que l'on poursuit systématiquement. Alors systématiquement, j'informe vos auditeurs, on est obligé de faire un tri. Voilà, donc c'est bien, on a des signalements, vos auditeurs nous les signalent très souvent, on reçoit une cinquantaine, si ce n'est pas une centaine de signalements par jour. On trie en fonction de la visibilité de la personne. Si c'est une personne invisible qui a 3 ou 4 abonnés, on laisse passer, on est obligé de trier. Ouais. Sauf si ce sont des menaces caractérisées. Sinon, on est obligé de faire un tri. Si les propos sont vus et republiés, à ce moment-là, on dépose des plaintes. Ce sont des plaintes pour provocation à la haine, des plaintes pour apologie du terrorisme, des plaintes pour injure à caractère antisémite. Donc, tout ça, nous le faisons. Nous faisons ce travail sur les réseaux sociaux parce que nous savons inéluctablement, et ça fait des années que nous le disons dans les conférences que nous donnons, dans nos interventions de part et d'autre avec Oudi, les mots en fait, de haine engendre systématiquement des passages à l'acte criminel, délictuel, violent. Et puis, il y a les plaintes contre les partis politiques. Il y a les plaintes contre les partis politiques et contre les députés de certains partis politiques. Dès le 8 octobre,
Nous avons déposé des plaintes contre les partis politiques. Alors nous avons déposé contre le NPA, par exemple, qui avait fait un communiqué parfaitement abject de soutien à la résistance, avec tous les guillemets d'usage, comme il l'appelle, la résistance palestinienne. Et ce sont des plaintes pour apologie du terrorisme. Ces plaintes sont à l'étude, en enquête. Qu'est-ce que ça veut dire à l'étude? Eh bien, le parquet hésite. Le parquet est d'abord submergé de plaintes, puisque nous en déposons beaucoup, mais il n'y a pas que nous. Il y a aussi d'autres associations qui déposent plaintes. Il y a aussi tous les signalements qui sont déposés par les individus. Il y a les signalements article 40 qui sont déposés aussi par des personnes qui ont la capacité de saisir le parquet. Donc ça leur donne beaucoup de travail et ça c'est une réalité. Le parquet n'a pas suffisamment de procureurs, la police n'a pas suffisamment d'enquêteurs, c'est une réalité. Maintenant, il y a probablement une dimension politique qui fait que le parquet est un peu plus prudent sur la qualification des infractions. Et ces infractions, ces dossiers sont actuellement à l'enquête et nous avons hâte que la fin de l'enquête arrive, qu'il y ait des renvois devant les tribunaux correctionnels pour que les tribunaux puissent juger et que les juges puissent sanctionner. Puisque, comme Muriel vous l'a dit, quand il n'y a pas de sanction très claire, eh bien cela permet à ceux qui tiennent ces propos de continuer à les tenir et à ceux qui les écoutent, à un moment ou un autre, de passer à l'acte. Ces procès, c'est pour quand? On peut espérer quoi? 1 an et demi, 2 ans, 3 ans? Non, ça sera plus rapide que ça. Rapide. On attend des convocations, on l'espère, pour avril, mai, juin. Eh bien, merci beaucoup, Maître Waknin, Maître Bloch. Merci beaucoup d'être venu et bon courage à l'EJO. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Christophe. Christophe Barbier, demain, votre invité, 7h45, sera Boris Vallaud, président du groupe PS. Radio J.